Hey, ça cartonne les amis, j'espère pour vous en tout cas, car je sais que pour pas mal d'entre vous c'est la rentrée. Pour moi ça va pas tarder, vous inquiétez pas au moment où je vous parle. Mais rassurez-vous, j'espère pouvoir vous donner le sourire avec cette vidéo, car c'est également la rentrée du côté du 7e art, avec l'arrivée de nouveaux films qui vont occuper nos salles obscures, et c'est pourquoi je voulais vous dresser une petite liste des films qui touchent de près ou de loin à l'animation, car comme vous le savez maintenant, c'est le genre de cinéma que j'affectionne particulièrement. Alors toutefois, je m'excuse pour la qualité du micro, hein, ne m'en voulez pas, c'est une nouvelle fois que je teste mon nouveau logiciel de montage pour vous faire une vidéo, on va dire, un peu diaporama, si je puis dire. Et je tenais à faire une petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Il se pourrait que les films dont je vais vous parler sortent à différentes dates en fonction du pays, enfin en fonction des salles où vous allez pouvoir les regarder, car moi j'ai déjà vu pas mal de films en Belgique qui ne sont pas encore sortis dans les salles françaises, et vice versa. J'imagine pour vous de l'autre côté, je vais sans doute parler de films que vous aurez déjà vus ou pas. Voilà. Et on commence par La légende de Manolo. Alors, au travers d'un livre, le livre de la vie dit The Book of Life pour le titre en VO du film, on nous raconte l'histoire de Manolo, un séduisant jeune homme vivant dans un monde typiquement mexicain, je dirais, et tiraillé entre les attentes de sa famille et ce vers quoi son cœur le porte, tout comme son ami Joachim. Ces deux amis sont prêts à tout pour séduire la belle Maria, enfin non, pas belle Marianne, la belle Maria. Mais malheureusement, deux créatures démoniaques du monde des morts décident de se lancer un pari sur le futur époux, et l'un d'entre eux va enlever Manolo afin de remporter ce fameux pari. Manolo donc embarque pour une incroyable aventure qui le conduit dans trois mondes fantastiques où il lui faudra affronter ses plus grandes peurs afin de retrouver celle qu'il aime le plus au monde. Alors pour tout vous dire, ce film, d'après les images de la bande-annonce, je le trouve extrêmement beau. Il est somptueux, les décors sont magnifiques, l'animation bien entendu c'est de la 3D, le design graphique des personnages encore une fois est super beau, l'histoire pour moi est très prenante, je suis vraiment tenté d'aller voir ce film. Il n'est pas encore paru en salle ni en France ni en Belgique, mais il ne saurait tarder. Et il faut savoir qu'à la production se trouve Guillermo del Toro, et oui, et ce dernier compare l'histoire enfin, la légende de Manolo à celle d'Orphée et d'Eurydice, donc c'est inspiré d'un mythe, un, un mythe classique, et l'un comme l'autre raconte donc un voyage à travers les mondes pour sauver un amour. Et à la réalisation, nous avons, j'espère ne pas écorcher le nom, George Gutiérrez, donc le réalisateur qui est connu pour un cartoon sorti en 2006-2007, El Tigre, qui a été diffusé sur les ondes télévisées mexicaines. Donc franchement, la légende de Manolo ou The Book of Life pour la VO, je vous le recommande très franchement. Les personnages sont pour moi attachants, c'est très beau, c'est bien animé. Enfin, pour moi, c'est un film à aller voir entre amis, en famille, mais en tout cas, je vous le recommande. Passons ensuite à Lou, que vous connaissez forcément, que ce soit par la BD du même nom, la bande dessinée, qui a inspiré la série animée, qui pour moi est une série animée jeunesse absolument tout public, entendez par là que ça plaira autant aux garçons qu'aux filles, bien que les jeunes filles qui passent de la préadolescence à l'adolescence sont le public visé, enfin, partie du public visé. Le titre du film s'appelle Lou, Journal infime, qui est l'adaptation du tout premier tome, dont l'auteur Julian Neal a décidé de l'adapter lui-même au cinéma. Il a eu l'idée de cette histoire en constatant un manque de présence féminine chez les héros de BD. Enfin, la BD en question, il me semble, est française, et il s'est inspiré de sa fille, de sa propre fille, pour le personnage donc de Lou. L'auteur à la base pensait, pour la petite histoire, adapter le quatrième volet, car il faut savoir que Lou est un personnage qui évolue au fur et à mesure des tomes, et donc voit son univers évoluer, en plus de se voir grandir elle, et donc d'affronter tout ce que lui impose la vie, entre guillemets, les amis, les amours, les emmerdes, les parents, les grands-parents,
les loisirs, le fait de penser à son avenir, d'être entouré de ses proches, etc., etc. En tout cas, une BD qui franchement est très très vraie, je dirais. Je ne sais pas comment formuler ça, mais ça touche. Personnellement, moi, en tant que mec, ça m'a énormément touché. J'ai beaucoup aimé aussi bien la BD que la série animée, qui est très respectueuse donc de l'œuvre originale. Et on voit vraiment Lou, on grandit avec Lou au fur et à mesure des tomes et que celle-ci grandit. Et très sincèrement, ce film, je dirais que c'est tout simplement un copier-coller de la BD pour vous dire à quel point ils sont respectueux de l'œuvre originale, raison pour laquelle il s'agit de l'auteur qui est lui-même réalisateur pour le coup. Il a vraiment su retranscrire ce que l'on ressent, l'univers de la BD dans le film, tout comme il avait réussi à nous la proposer en série animée. C'est très respectueux, c'est très bien fait, c'est très touchant, les personnages sont attachants, l'histoire est intéressante à suivre du début à la fin. Les décors également, on croirait tout simplement que la BD prend vie, comme je vous ai dit. Du coup, il a préféré adapter le premier volet et je pense que il y a de fortes chances qu'il y ait une suite et que l'on voit Lou évoluer comme on la voit évoluer dans la BD. Et c'est Lola Lasron qui fut l'heureuse élue parmi 5000 filles ressenties pour le rôle et dont 3000 choisies pour passer le casting, qui a été donc sélectionnée pour endosser le personnage de Lou et faire entrer ainsi ce personnage dans les années enivrantes de l'adolescence. Passons ensuite à une autre franchise adaptée d'une BD, enfin plus exactement d'un comics, vu que nous passons de l'autre côté de l'Atlantique, aux côtés des fameuses Tortues Ninja, donc Teenage Mutant Ninja Turtle, la version 2014, adaptée de la bande dessinée de Kevin Eastman et Peter Laird, où on nous propose donc à nouveau un reboot des célèbres Tortues Ninja qui avait déjà eu de premières adaptations, enfin une trilogie de films parus entre 1990 et 1993, les Tortues Ninja 2 et les Tortues Ninja 3, plus un film d'animation sorti sur nos écrans en 2007. Et il faut savoir, à tous ceux qui se demandent pourquoi nous avons Megan Fox dans le rôle de April O'Neil, que Jane Levy, Anna Kendricks et Elizabeth Olsen, si je prononce bien, ainsi que Jessica Biel, je pense, ont été auditionnés pour ce rôle, mais c'est à Megan Fox qu'il est revenu, donc voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça. Passons de nouveau donc du côté franco-belge pour les films adaptés de BD avec Astérix, le domaine des dieux, nouvelle adaptation donc du Gaulois et de ses amis en film d'animation et cette fois-ci en 3D grâce à Alexandre Astier. Donc vous connaissez tous, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toute bien sûr que non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur romain. Et c'est pourquoi Jules César a littéralement craqué sa jupe pour cette nouvelle adaptation et a décidé de faire venir Rome auprès du village gaulois plutôt que d'attendre que les Gaulois viennent à Jules César, en construisant une civilisation romaine constituée de luxueuses villas et fabuleux appartements uniquement réservés aux Romains à côté du village et qu'il nommera ainsi le domaine des dieux. Et c'est pourquoi bien entendu Astérix et Obélix vont tout faire pour empêcher César de poursuivre ses plans. C'est l'adaptation de la 17e bande dessinée des aventures du petit Gaulois et c'est notamment donc un des albums préférés d'Alexandre Astier qui signe le scénario et la co-réalisation de la 9e adaptation en dessin animé de l'œuvre de René Goscinny et Albert Uderzo, vendu à plus de 350 millions d'albums dans le monde. Passons ensuite à un autre personnage franco-belge, à savoir Benoît Brisefer, qui, pour la petite histoire, enfin pour vous resituer le personnage, est un jeune homme, un jeune garçon âgé de 10 ans, au caractère bien trempé et à une grande générosité, qui a des capacités hors du commun. Son seul point faible est qu'il perd tous ses soi-disant super pouvoirs lorsque ce dernier est enrhumé. Alors,
on a quand même au casting Léopold Huet, Gérard Jugnot et Jean Reno. Alors rien que pour ça, je me dis quand même que ça va nous changer un peu des Ducobu et autres petits Nicolas. Et c'est encore une fois pour les images, pour les vidéos que j'en ai vues, une merveilleuse adaptation du personnage après les Schtroumpfs aussi, Astérix et compagnie. Enfin, une nouvelle adaptation franco-belge en live qui, franchement, je pense, va séduire aussi bien les grands que les petits. Pour ma part, je n'avais qu'un seul album de Benoît Brisefer qui est Le Secret d'Églantine, mais vu les premières images du film, je pense que ce dernier a toutes ses chances de réussir et d'avoir son succès auprès de tout public, comme pour des films après comme Boule et Bill, etc. Donc sincèrement, je pense que ce film va séduire petits et grands. Et si jamais il devait y avoir une suite, je recommanderais, même si c'est comme je vous l'ai dit le seul album que j'ai eu, Benoît Brisefer et Le Secret d'Églantine comme suite. Alors ça n'est pas à proprement parler l'album suivant le tout premier tome dont s'inspire ce premier film, à savoir Benoît Brisefer et les Taxis Rouges. Mais étant donné que dans cette BD là, les enfants sont les héros de l'histoire, il se pourrait que cela soit l'occasion de faire découvrir à nouveau une belle brochette de nouveaux jeunes talents, comme je vous l'ai dit pour ce qui était du Cobu ou de Nicolas ou même des vacances du petit Nicolas. Toujours en salle d'ailleurs, au passage. Passons ensuite à Opération Casse-Noisette, qui est pour moi un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de l'année 2014, si ce n'est le meilleur si je n'ai pas la chance de retourner au cinéma d'ici la fin de l'année. Alors pour l'histoire, il s'agit de Surly, un écureuil malin et ingénieux qui, à peine débarqué en ville, repère un magasin de noix avec un stock suffisamment grand pour pouvoir nourrir tous les animaux du parc, qui hésite et qui ne pense pas toujours à être d'accord par rapport à ses méthodes, sa manière d'agir, son mode d'action. Mais toutefois, Surly, assisté de ses amis, va mettre un plan digne de Mission Impossible pour organiser le vol du siècle, en tout cas à ses yeux, et vous vous doutez bien évidemment que rien ne se passera comme prévu. C'est un film que je vous recommande, mais comme là j'ai peur non pas de bâcler mes propos, j'ai prévu de vous faire une vidéo critique positive bien entendu au sujet de ce film, où j'en parlerai plus en détail et où je ferai allusion à un autre film des studios DreamWorks, à savoir Nos voisins les hommes, que je parlerai et que j'aborderai aussi plus en détail dans une autre vidéo encore avec un ami Tom, plus connu sous le pseudo de Ciné-Tom sur Facebook. Salut Tom. Voilà, pour en parler de façon plus construite, plus détaillée, plus complète. Ensuite, nous avons Paddington, qui raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure, bien entendu, pour un être de son espèce. Ce qui, bien entendu, ne va pas s'avérer être... qui va s'avérer ne pas être aussi facile qu'il espérait. Mais il va toutefois trouver refuge, entre guillemets, chez la famille Brown et va devenir peu à peu un membre à part entière. Alors pour ma part, ce personnage, je le connaissais sous des fictions en allemand. Alors il s'avère, bon, toutefois que ce personnage est originaire d'Angleterre. Mais bon, voilà, pour ma part, je l'ai découvert uniquement sous des aventures allemandes. C'est un personnage qui ne m'attire pas plus que ça. Je ne sais par qui le film est réalisé, sachant que bon, je fais mention du nom du réalisateur si cela a une certaine importance ou une certaine notoriété, bien entendu. Donc j'ai envie de dire, pour le peu d'images et de vidéos, ou même d'infos que j'ai eu dessus, du moins sur ce film, c'est un bon petit film comique à voir en famille. Donc j'ai envie de dire, pour le coup, tentez l'expérience, faites-vous une idée. Tout comme le film qui suit, à savoir les Box Trolls, qui dans l'animation me rappelle, et le design graphique, l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton ou encore l'étrange pouvoir de Norman. Évidemment c'est étrange vu que les créatures qui sont centrales dans ce film
sont également étranges, sont vus par les gens de la ville de Cheesebridge comme des créatures répugnantes, repoussantes et mal intentionnées, alors que ces dernières sont attachantes, toutes douces et ne demandent qu'à se faire accepter par l'espèce humaine, sachant que quelques temps plus tôt dans le film, ces dernières ont élevé comme un des leurs un orphelin qu'ils ont nommé œuf. Voilà pour le synopsis. Après, encore une fois, également pour ce film, faites-vous votre avis lorsque celui-ci vous parviendra en salle. Nous poursuivons avec Big Hero 6 ou en français Les Nouveaux Héros, qui raconte l'histoire d'un génie de la robotique nommé Hiro Hamada. Ce dernier se retrouve embarqué dans un complot criminel qui menace de détruire la ville paisible high-tech de San Francisco. Alors oui, bien entendu, vous aurez deviné qu'il s'agit d'une ville bien entendu fictive, qui est un mélange entre San Francisco et la ville de Tokyo. Avec l'aide d'un de ses plus proches compagnons, à savoir un robot nommé Baymax, enfin plus exactement un cétozoïde, enfin je pense bien prononcé comme le disait Wikipédia, Hiro s'associe à une équipe de jeunes amateurs qui s'est donné pour mission de sauver la population. Alors, il s'agit, comme vous le savez, donc d'une adaptation d'un comics Marvel depuis que Walt Disney Company a racheté la grande entreprise du comics américain, depuis le premier film Avengers, et qui est pour moi déjà un bon film Disney, donc ça m'étonnerait que ça nous déçoive. Mais surtout, je pense que ça va être enfin l'occasion de voir les super-héros version Disney, comme ils nous avaient pu nous proposer chez Pixar, les Indestructibles. Et moi, je vois à travers ce film une espèce, bien entendu, une réadaptation, un peu un mélange donc entre Avengers et les Indestructibles. Alors, pour des raisons de droit d'auteur, il faut savoir que plusieurs personnages du comics original Big Hero 6 n'apparaissent pas dans l'adaptation cinéma. Certains noms de personnages de lieux ou même encore d'intrigues au sujet de personnages ou autres ont été modifiés et s'éloignent totalement du scénario d'origine. Évidemment, c'est Disney qui adapte ses super-héros à sa façon. Et nous finirons avec le nouveau film de Bob l'éponge. Bob l'éponge, un héros sort de l'eau, donc comme son nom l'indique, nous aurons la chance de voir notre éponge favorite dans le monde des humains, au travers d'une histoire au sujet d'un pirate qui rêve de s'écrire la plus belle de ses biographies grâce à un livre magique, un grimoire magique, et il lui faut pour ça un ingrédient qui se trouve apparemment dans le monde de Bob l'éponge, et c'est pourquoi notre héros, en compagnie de Patrick, Plankton, Sandy, Mr. Krabs et Carlo, va se jeter à sa poursuite pour pouvoir récupérer ce grimoire et ainsi faire en sorte que le monde tourne rond et non pas comme ce satané pirate voudrait. En tout cas, c'est une nouvelle aventure sur grand écran de notre éponge favorite et croyez bien que parmi les films de 2015, c'est un que j'attends particulièrement avec impatience, avec en plus, tenez, c'est cadeau, c'est pour moi, l'adaptation cinématographique du jeu vidéo Ratchet & Clank et en 2016 celle de Sly Cooper. Voilà, pour moi c'est cadeau, comme ça vous le savez. Et je vous donne 4 autres films, allez, en plus, en bonus, à savoir 2 spin-offs, dont un de DreamWorks qui est Les Pingouins de Madagascar. Alors vous le saviez, c'était des personnages secondaires dans toute la saga Madagascar du même nom, où nos agents palmipèdes avaient aidé Alex, Marty, Melman et Gloria en compagnie du roi lémurien Louis, qui ont donc aidé nos héros à retrouver le chemin de New York tout en passant par Monaco en se faisant accepter par une troupe de cirque, après avoir retrouvé leurs semblables en Afrique. Et ces derniers avaient même eu droit à leur propre série TV, donc je pense qu'il était prévisible et normal qu'ils aient leur propre aventure, tout comme le film tout comme le spin-off qui suit, Les Mignons, hein, sympathique créature jaune, attachante, touchante, drôle, enfin fort sympathique, qui se trouvait aux côtés de Gru dans Moi Moche et Méchant 1 et 2 et qui ont droit également à leur propre aventure, toujours réalisée par Pierre Coffin, celui qui a réalisé les 2 premiers Moi Moche et Méchant.
Et parmi les suites tant attendues également, nous avons Kung Fu Panda 3. Rien à dire si ce n'est que comme les deux premiers ont été aussi bons l'un que l'autre, et bien ce troisième volet ne peut que être tout aussi bon, voire même meilleur, ainsi que Dragon 3. Rien à dire si ce n'est pour rappel que cette trilogie, donc, et peut-être même quadrilogie, qui sait, a été réalisée, enfin est réalisée toujours actuellement par Chris Sanders. Et si vous ne savez pas qui est Chris Sanders, je vous invite à cliquer sur son visage qui vous renverra directement à sa filmographie en tant que réalisateur, acteur et scénariste. Je pense que ce que vous y trouverez vous donnera suffisamment envie d'aller voir Dragon 3 si vous ne l'avez vu ni si vous n'avez pas encore vu ce troisième volet qui devrait nous parvenir en salle, ou si vous n'avez pas vu les deux premiers films, ou si vous n'avez pas encore vu un autre de ces films jusqu'à présent, ce qui serait quand même assez grave, car en plus des Croods et de Dragons, cet homme a réalisé toutes les fictions concernant Lilo et Stitch depuis le premier film. Mais bon, je m'arrête là, je vous laisse un peu de suspense, allez voir, comme je vous le dis, sa filmographie, je vous le recommande vraiment, ça devrait vous plaire. Voilà, j'espère que cette liste vous aura plu, vous aura donné envie de vous précipiter dans les salles obscures. Excusez-moi encore d'avoir peut-être bafouillé au cours de la vidéo, de la captation de mon micro. Voilà, en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à me le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner si vous êtes cap et si ça n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, pour les vidéos qui suivront, nous aurons donc la critique complète et détaillée du film Opération Casse-Noisette. Et attendez-vous à ce qu'il y ait à nouveau des imitations, des sketchs, des reprises, bref, tout ce qui vous fait plaisir sur ma chaîne. Voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et bye. See aim.